Aujourd'hui, nous allons parler du manager débordé. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. C'est donc aujourd'hui le deuxième épisode de notre mini-série sur le management moderne avec Bertrand Jouvenot, l'auteur du livre Manager aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le thème du manager asphyxié. Je te conseille d'écouter l'épisode précédent avant celui-là, parce que cette fois, nous allons parler du manager débordé. Et comme la dernière fois, nous allons nous concentrer sur les meilleures pratiques, les meilleures entreprises, mais aussi sur les solutions pragmatiques et concrètes à mettre en œuvre. Comme la dernière fois aussi, je te proposerai en fin d'épisode ma série de mails à laquelle tu peux t'abonner pour recevoir des conseils concrets pour faire évoluer ton équipe. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Bertrand Jouvenot. Et puis, ça nous amène donc très logiquement et avec une très très belle transition vers le deuxième axe dont tu voulais parler aujourd'hui, que tu as appelé le manager débordé. Oui, le manager aujourd'hui, il a plutôt le sentiment d'avoir trop de choses à faire dans tous les sens, d'avoir même parfois des injonctions contradictoires. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui va nous arriver demain et comment faire demain matin? Alors, pourquoi on est arrivé là? Il y a une notion de stratégie clé qui est la notion d'avantage compétitif. Je suis une entreprise, si j'ai un avantage compétitif, ça veut dire que, comme un joueur de cartes, j'ai dans mon jeu des atouts qui vont faire que je peux dominer un marché pendant un certain temps. Ça peut être la détention de brevets, ça peut être d'avoir créé des marques avec une très forte, une très belle image auprès du grand public, ça peut être d'avoir une organisation qui est parfaitement efficace, ça peut avoir un réseau de magasins déjà implanté dans toutes les villes qui me donne un temps d'avance. C'est ce qu'on appelle un avantage compétitif. Aujourd'hui, une réalité, ces espèces de positions dominantes sont devenues beaucoup plus fragiles. N'importe quelle entreprise peut se faire ubériser, peut se faire disrupter, et cette notion d'avantage compétitif, elle est considérée quasiment comme caduque. Une entreprise, si elle veut survivre, elle doit être constamment en réinvention permanente. Du coup, ça a une traduction évidente sur l'entreprise elle-même, c'est qu'elle est obligée de rentrer dans une phase de transformation ininterrompue, qui devient la norme. Donc, tous les repères qu'on se crée à un moment donné, il faut les oublier pour essayer d'en trouver d'autres, le temps de comprendre et de développer les nouvelles compétences et les nouveaux processus qui vont permettre de « Ah ben non, trop tard, ça a déjà changé », etc., etc. Donc on rentre finalement, et l'entreprise rentre dans le phénomène du FOMO. Le FOMO, c'est un acronyme anglais qu'on utilise plutôt pour les individus. Ça veut dire Fear of Missing Out. Aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui est entré dans la psychologie comportementale. On est abreuvé de tellement d'informations qu'on peut se retrouver dans une situation où on a peur de rater quelque chose. On a peur de ne pas être au courant de la dernière mode, on a peur de ne pas avoir lu l'email dans lequel il était important qu'on soit parce que c'est un projet important pour l'entreprise. Donc on a tous une espèce de peur qui fait qu'on est tout le temps en train d'allumer notre téléphone, tout le temps en train de regarder l'application A, l'application B pour voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas que... Les entreprises sont devenues un peu pareilles, collectivement, sont devenues des organisations qui sont un peu dans le FOMO. Elles ont peur de rater la nouvelle tendance, elles ont peur de ne pas utiliser telle technologie parce qu'elle est à la mode, elles ont peur de ne pas avoir déployé les méthodes agiles parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être absolument dans le coup. Donc, elles ont tendance comme ça à surcharger la barque, à essayer de faire simultanément trop de choses qui ne sont pas nécessairement les bonnes pour elles, afin de pouvoir continuer comme ça à avancer. C'est sûr, hein, je confirme, on a fait une enquête auprès de, aujourd'hui ça doit être 570 managers au moins, en tout cas au moins 500. Et le premier, mais vraiment quand on leur dit c'est quoi votre plus gros problème, le premier truc qui arrive systématiquement à énorme majorité, c'est le manque de temps. Donc clairement, c'est devenu la maladie du manager, très très clairement. Donc je confirme ça. Et ouais, donc FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. C'est un concept qui est utilisé aussi beaucoup en marketing, quand on fait des offres très courtes, etc., en disant, et d'ailleurs Outil Manager le fait régulièrement, c'est de dire après, ce sera plus possible d'y aller. Et donc, est-ce qu'il faut résister à ça? Est-ce qu'il faut, au contraire, embrasser ce changement? Qu'est-ce que tu conseillerais? On n'a pas le choix, il faut accompagner ce changement. Ouais. Aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise ne peut plus être ce qu'elle était. Ça peut pas être un plan qui est prévu pour le long terme, qui est décidé par la direction, qui est ensuite déployé selon un ordre parfaitement cadencé. Aujourd'hui, la stratégie, c'est quelque chose qui
C'est un peu un dialogue permanent, c'est actualisé régulièrement, il faut impliquer évidemment les équipes, mais c'est une succession finalement de négociations, d'itérations, d'améliorations, de corrections tactiques pour finalement arriver à garder la route. Si je prends l'analogie d'un bateau, avant on était sur une mer calme, aujourd'hui on est sur une mer démontée. Donc comme on est sur une mer démontée, il faut être sans arrêt dans une espèce d'adaptation. Évidemment, le risque, c'est l'épuisement. L'épuisement de l'organisation, l'épuisement du collectif et l'épuisement de l'individu. Alors, comment faire demain? Il y a plusieurs pistes. La première, c'est celle que j'appelle l'humilité et le pragmatisme. Oui, effectivement, on peut, et on est tenté de le faire, parce qu'on a un média sous les yeux qui est Internet, qui nous en parle tout le temps. On peut regarder les meilleurs du monde tout le temps. Oh, t'as vu ce qu'ils font? Oh, t'as vu? Oh là là, ils ont levé les fonds. T'as vu? Ils ont lancé tel produit. On peut aussi revenir à ce qu'on est. Toutes les entreprises ne sont pas numéro un et la majorité des entreprises ne sont pas numéro un. C'est mécanique. Il y a peu de numéro un, il y a beaucoup de non numéro un. Quand on joue au tennis, on ne peut pas tous jouer comme Rafael Nadal. Quand on joue au football, on ne peut pas tous jouer comme Mbappé. Et ça n'empêche pas des millions d'entreprises d'être très performantes et d'être très saines et de permettre de perdurer très longtemps sans être numéro un. Donc il faut être humble, pragmatique, il faut revenir à l'ADN de son entreprise. Il faut comprendre qu'elle a aussi ses limites, qu'elle a sa culture, qu'elle a voilà, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, qu'elle a ses potentialités, qu'elle ne peut pas tout faire. Et on n'est pas obligé de se mettre une pression à vouloir absolument devenir aussi extraordinaire que tous ceux qu'on nous montre. Ça me fait penser, je rebondis là-dessus, hein, je me permets, ça me fait penser à l'antifragilité, qui est le nouveau, qui est un nouveau concept dont on entend beaucoup parler. Et en fait, un des principes de l'antifragilité, c'est avancer dans un monde qu'on ne comprend pas. Parce qu'en fait, peut-être que la pléthore d'informations qu'on avait nous a donné l'illusion que désormais on pouvait tout comprendre et s'adapter à tout en temps réel, etc. Et en réalité, ça nous a simplement permis de constater qu'on ne pouvait pas comprendre le monde dans son ensemble. Et je trouve que ton conseil de dire revenir à l'ADN de son entreprise, se rappeler nos structures spécifiques, c'est un bon réflexe. Parce que c'est dire, c'est quoi nos forces en fait. Ok, le monde, de toute façon, il est changeant, il est volatile, il est jamais le même. Je suis incapable de dire à mes équipes, écoutez, demain, il va se passer exactement cette chose-là, parce qu'on est totalement incapable aujourd'hui de le dire, même les experts, meilleurs experts n'y arrivent pas. Par contre, ce qu'on connaît bien, c'est ce que tu dis, c'est qui on est, quelles sont nos forces, et quelle est notre culture. Et ce qu'on connaît bien aussi, c'est ce vers quoi on voudrait aller, le cap. Et comme un bateau qui est dans une mer démontée, bah, quand on voit plus le cap, il faut contourner l'obstacle et puis on va revenir au cap dès qu'on pourra. Et je pense que c'est cette humilité dont tu parles, c'est de ne pas faire croire aux autres qu'on dirige le vent. Simplement dire aux autres, non, on ne dirige pas le vent, mais on peut orienter nos voiles. C'est déjà pas mal. Oui, et puis une analogie qui est rassurante, si vous prenez le monde très dur, qui est le monde de l'art, le monde du spectacle, le monde de la musique, il y a des modes, on passe de mode, etc. Il y a une époque, on va dire il y a 10-15 ans, voilà, il fallait danser incroyablement bien, il fallait avoir une voix absolument extraordinaire, il fallait évoluer vers le R&B, il fallait évoluer vers le hip-hop, c'est un petit peu ce qu'on voit. Ouais, ok, mais tout le monde n'est pas Lady Gaga et ça n'a pas empêché Francis Cabrel de continuer à jouer tranquillement avec sa guitare et de continuer à avoir du succès. Et ça n'a pas empêché un autre garçon qui s'appelle Vianney d'arriver avec sa guitare, ou Ed Sheeran d'arriver dans des stades entiers avec sa guitare simplement parce que c'est leur registre. C'est comme ça qu'ils sont bons. Et ben, c'est pareil pour les entreprises. Il faut arriver d'accepter qu'on n'est pas tous dans la spectacularité, qu'on ne va pas tous marquer l'histoire du management. Ça ne va pas empêcher d'être très très bon et même d'être gros et même très performant sur un bon marché avec une belle rentabilité, etc. Et ça rassure plutôt les équipes d'avoir ce discours-là. Absolument, de leur dire, absolument. Parce que les gens, vos collaborateurs savent que le monde aujourd'hui n'est plus déchiffrable. Ils le sentent à travers les médias, etc. Et donc, plutôt que de leur mentir, leur dire, mais non, on va faire de notre mieux dans ce monde qu'on ne comprend pas, quelque part, c'est rassurant. Exactement. Et peut-être, au besoin, en amenant des preuves que c'est possible. Beaucoup d'entreprises, mais on connaît une croissance et surtout une pérennité incroyable, tout en étant dans ce monde-là qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Une piste aussi pour avancer dans ce monde-là, justement, pour malgré tout se donner des objectifs, un cap et continuer à avancer, c'est ce qui s'appelle les OKR. Alors, il faut reprendre légèrement l'histoire du management, mais il y a eu une période où est arrivé le management par objectif. On a donné des objectifs à l'organisation, qu'on a déclinés à des services, qu'on a déclinés à des gens. Les gens se sont retrouvés à avoir des objectifs.
Et puis après est arrivé à une période où on a, grâce notamment aux nouvelles technologies, on a commencé à beaucoup plus mesurer les contributions de chacun avec des KPI, etc. Est-ce qui génère le niveau de client, quel est le panier moyen, etc. On a été trop loin aussi. Et il y a un compromis qui a été trouvé qui s'appelle les OKR. Alors, OKR, ça veut dire Objectives on Key Results. Ça a été inventé par Intel, par un certain John Doerr, en collaboration avec Andy Grove, le fondateur d'Intel. Et puis, ça a fait école, si bien qu'aujourd'hui, les OKR sont utilisés chez Facebook, sont utilisés chez Google, sont utilisés dans pas mal d'entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est un OKR? C'est un objectif. Alors, chaque collaborateur de l'entreprise a son OKR. C'est un tableau très simple, trimestriel, dans lequel il y a pas deux, pas trois, il y a un objectif clé, rassurer les clients sur le fait qu'on va être bon à la fin de l'année sur ce sujet. C'est l'objectif. Et puis ensuite, il y a des résultats clés attendus. Ils sont listés. Il y en a 2 ou 3, pas plus. La grande nouveauté, c'est que tous les membres de l'équipe connaissent les OKR de chacun et que tout le monde connaît les OKR de chacun. Chez Google, vous arrivez, vous avez un site qui permet de gérer les OKR. Vous tapez un mot-clé qui est dans votre OKR. Par exemple, vous avez connaissance client dans votre OKR. Ça va vous faire ressortir les profils de tous les collaborateurs de l'entreprise, y compris ceux qui sont en Irlande, au Brésil, à New York, etc., qui eux aussi ont dans leur OKR quelque chose qui touche à la connaissance client. Vous allez donc pouvoir vous rapprocher d'eux, peut-être créer un groupe de travail pour avancer ensemble. Vous allez pouvoir voir l'OKR des fondateurs de l'entreprise, du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3. Tout ça va avoir été mis en cohérence par un processus de va-et-vient qui se fait une fois par trimestre. Et donc là, on va être très, très près. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va être à la fois très pragmatique et très audacieux parce qu'on va mettre en place une tradition, c'est que on n'a qu'un seul objectif, il y a des résultats qui sont attendus, pas beaucoup, plutôt réalistes. On va les mesurer dans le temps au fur et à mesure du mois. Est-ce qu'on est à 1 sur 10? Est-ce qu'on a fait un peu du chemin, beaucoup plus, etc. Tout ça va être visible. N'importe quel individu est exposé à ce que d'autres individus de l'entreprise puissent savoir que sur son résultat B, ben, il a fait que 5% du chemin ou qu'il a fait 50% du chemin. Donc, il y a une espèce de transparence comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours, le manager va essayer de rajouter toujours une espèce de résultat, pour le coup, vraiment difficile à atteindre. Mais on le sait, on est d'accord. On te met cet objectif-là, on te demande d'atteindre ce résultat, mais je sais qu'il est très difficile à atteindre. Et si tu l'atteins pas à 100%, et même si tu l'atteins qu'à 20%, c'est pas grave, hein, tu vas pas ne pas avoir une prime à cause de lui. On va Ce qui découper compte, par c'est que rapport à la tu aies rémunération. progressé. Et c'est pour l'encourager à progresser. Et donc, on va lui, un exemple simple, on veut connaître les meilleures recettes de cuisine du monde, enfin d'Europe, ce serait déjà pas mal, et bien on va dire au type, il faut connaître les meilleures cuisines du monde. Ça, on se dit, il va voyager en Europe, il va repérer des recettes, et puis peut-être que il va oser sortir un petit peu de l'Europe et puis aller voir une bonne pratique ailleurs, une bonne idée ailleurs. C'est pour pousser un petit peu les gens hors de leur zone de confort, pour les encourager à tous aller un petit peu plus loin. Et mine de rien, quand vous avez tous les collaborateurs d'entreprise qui chaque trimestre ont tous fait un peu un effort pour aller un peu plus loin, ben, ça fait un progrès collectif. C'est clair. Je vois trois grosses choses importantes dans ce que tu as dit. La première chose, c'est un objectif simple, c'est-à-dire réduire en nombre d'objectifs. C'est très intéressant parce que ça rassure aussi. C'est-à-dire que plutôt que de dire le monde est incompréhensible, on dit non, dans le monde, on choisit cet axe-là. Et donc, à travers l'objectif que tu donnes à tes collaborateurs, tu donnes aussi une vision du monde, ou en tout cas la vision de comment l'entreprise doit évoluer dans ce monde. C'est déjà un premier axe de clarification qui est important. La deuxième chose que tu as dite, c'est revu tous les 90 jours. Et là, je rejoins aussi à 100%. Les objectifs, il vaut mieux en avoir peu et les renouveler souvent qu'en avoir plein sur une longue période. Plutôt que de dire à quelqu'un, cette année, tu vas devoir faire ces 10 choses-là, il vaut mieux lui dire, ce trimestre, c'est cette chose-là, ou ces deux choses-là, le trimestre d'après, etc., etc. Comme ça, on se voit avancer, on n'est pas submergé, on n'est pas asphyxié. Et la dernière chose qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est que tous les objectifs de tout le monde sont connus par les autres. Et ça, à quoi ça sert? Ça sert à quoi je sers dans cette organisation, c'est-à-dire comment je m'insère dans cette organisation, c'est quoi mon rôle, et puis surtout, et qui fait quoi là-dedans. Et ça, c'est assez puissant parce que ça permet aussi que les collaborateurs entre eux puissent facilement aussi s'identifier sur leur avancement, etc. Et ça donne un pouvoir moins hiérarchique et un pouvoir transversal plus fort. C'est-à-dire, on peut se dire, tiens, mais toi, tu n'es pas censé travailler là-dessus, etc. Ça réduit du coup le rôle un petit peu de, je vais le dire, entre guillemets, de flicage du manager.
Très intéressant. Alors, une autre piste qui est intéressante, l'enseignement qu'on a provient de chez Google. Google, qui est une entreprise extrêmement performante, où les gens sont très productifs, très organisés, etc., c'est quand même demandé il y a 3-4 ans, qu'est-ce qui fait que certaines de mes équipes sont plus performantes que les autres? Ils ont abordé les choses très, très sérieusement. Ils n'ont pas fait ça sur un coin de table. Ils ont travaillé avec des universités américaines, avec des vrais chercheurs. Ils ont lancé un projet qui s'est intitulé le projet Aristotle. Ça veut dire Aristote en anglais. Aristote, c'est le premier philosophe à s'être intéressé un peu à la psychologie humaine. Donc, ils ont baptisé ce projet comme ça parce qu'ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens se défoncent, se dépassent, sont bons, pas bons. Et ils ont d'entrée considéré que ce n'était pas une question mais peut-être une question de management, d'état d'esprit, de mentalité, de personnes, de profil psychologique. L'enseignement qu'ils ont tiré est extrêmement intéressant. C'est pas les équipes qui performent le mieux, c'est pas celles où ils ont plus d'expérience, ils ont plus de diplômes, ils sont plus intelligents. Non. C'est celles où il y a la plus grande sécurité psychologique. Qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique? Je sais que si je fais une erreur, je ne vais pas me faire taper dessus. Je sais que si le projet finalement il donne rien, celui sur lequel on est en train de bosser, on ne va pas être relégué aux oubliettes de l'entreprise, voire viré. C'est la sécurité. Il y en a d'autres. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait pourquoi les autres de l'équipe sont là et pourquoi ils ont de la valeur ajoutée. Chacun sait pourquoi le projet a été initié et quelle est sa finalité et quel est son sens. Ce n'est pas évident absolument partout. Et ce projet Aristotle et cette étude a quand même été un effet un petit peu détonateur parce qu'elle a remis au goût du jour à des pionniers du management qui s'appellent McGregor. Ouais. McGregor, il est intéressant parce que lui, il s'est intéressé à une question il y a 50 ans, c'est le même phénomène que le rapport Meadows. Le rapport Meadows, c'est dans l'écologie, il y a eu des conclusions, et puis on les a pas lues, et puis là, 50 ans plus tard, on se dit, c'est dommage qu'on les ait pas lues. McGregor, c'est la même chose. Il s'est posé une question de fond, qui concerne vraiment les managers, et il y a 50 ans, il a apporté une réponse qui n'a pas été scientifiquement contestée. La question, c'est la suivante, c'est faut-il faire confiance aux gens ou pas leur faire confiance? C'est les managers pour dire, et toute l'idéologie libérale, quand vous lisez Ford, quand vous lisez Taylor, vous retrouvez ça, c'est presque misanthrope. Hein. On a une vision de l'homme, il ne faut pas lui faire confiance, il privilégie son intérêt personnel, il poursuit vraiment égoïstement ses propres intérêts, voire il n'est pas honnête, il va abuser du système. La réalité, ce n'est pas vrai. Ce qui nous motive au travail, ça peut être plein d'autres choses. Parce qu'on a une conscience professionnelle, parce qu'on ne veut pas être le plus nul de l'équipe, et donc on n'a pas d'orgueil, et donc on veut bien travailler, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce que simplement on est consciencieux, etc., etc. Parce qu'il y a l'argent, parce qu'on est ambitieux, il y a mille et une autres raisons. Et en tout cas, le travail de McGregor a montré qu'il faut mieux faire confiance aux gens que pas confiance. Si on leur envoie aux gens des signes d'absence de confiance, on induit chez eux un comportement qui va faire qu'ils vont être plus infantiles, qu'ils vont moins innover, moins se dépasser, moins autonomes, prendre moins d'initiatives. C'est très négatif. Ils vont s'adapter tout bêtement. Hein. Ils vont s'adapter. Voilà. Tu mets un système contraignant, fliquant les gens, etc. Ben, ils s'adaptent. Ils utilisent la partie la plus petite de leur intelligence possible, puisque finalement, on ne leur fait pas confiance. Exactement. Chez Google, on a le contraire. On a des gens qui ont dit on vous fait confiance. Et on crée les conditions pour que vous puissiez être serein et exprimer votre potentiel. Ça, c'est très puissant comme idée, celle de la confiance. Ça paraît bête, ça paraît simple quand on le dit. Moi, il y a un truc que je dis souvent, j'en profite pour le glisser parce que c'est important que vous compreniez ça. Moi, c'est ce que j'appelle la règle des 3%. C'est-à-dire que je dis, alors c'est 10 si vous êtes pessimiste, c'est 3 parce que je suis optimiste, c'est dans une population donnée, oui, il y a 3% de gens qui sont malhonnêtes. Par contre, si vous calquez votre comportement pour coincer vous adaptez votre comportement, vous, de manager, pour coincer ces 3% de malhonnêtes, vous embêtez, pour le dire poliment, 97% des gens. Et donc, il vaut mieux, c'est tout, se dire oui à 3% qui vont abuser ma confiance, et donc psychologiquement se préparer pour ça, parce que quand notre confiance est abusée, on va immédiatement réagir très négativement, parce que c'est quelque chose qui nous touche profondément. Vous donnez votre confiance à une équipe, et certaines personnes ne la respectent pas, votre réaction, ça va être « bon, bah, c'est tout, maintenant je vais tout contrôler, etc. » Mais à partir du moment où vous avez fait ce travail sur vous, vous allez voir que vous avez beaucoup plus à gagner, à faire confiance, à partir du principe de la bonne intention, etc., etc. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que ça va s'autoréguler. C'est-à-dire que si vous expliquez
à vos collaborateurs que désormais, je vais moins contrôler, je vais moins fliquer, je vous préviens. Vous allez être beaucoup plus libre, vous allez pouvoir développer beaucoup plus de choses, etc. Par contre, évidemment, si jamais ça marche pas, je vais être obligé de revenir en arrière. Ce qui va se passer dans votre équipe, c'est que les 97% qui ont envie de ça pour les bonnes raisons vont réguler les 3% qui ont envie de ça pour truander. Et finalement, vous allez mettre en place un système de régulation interne, sociale, dont parlait McGregor, dont parlent les gens qui parlent de l'entreprise libérée, etc. C'est un des aspects qui est intéressant dans l'entreprise libérée. Et finalement, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que la confiance génère la confiance. C'est ça qui est intéressant. On a fait pas mal de podcasts là-dessus. Je vais pas en parler plus, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de constater que aujourd'hui, c'est même prouvé scientifiquement. Moi, je l'ai vécu empiriquement et je connais plein de chefs d'entreprise qui l'ont vécu. Mais voilà, c'était prouvé par McGregor il y a quand même un certain nombre d'années. Oui, et alors moi je rebondis là-dessus sur cette idée de la confiance, parce que moi aussi je l'ai testé empiriquement et c'est prouvé empiriquement. Le livre que j'ai écrit a été préfacé par Frédéric Mazella. Frédéric Mazella a lui-même écrit un livre très bon qui s'appelle Mission Blablacar, et il raconte comment il a créé Blablacar, etc. Et à un moment, il a un point extrêmement intéressant sur la confiance. Au moment où il essayait de lancer Blablacar, après quelques années, il s'est rendu compte qu'un des points de blocage, un des points de développement de son entreprise, c'était la confiance des utilisateurs. Les gens se disaient, pourquoi j'accepterais de montrer dans la voiture de quelqu'un que je ne connais pas? Il y a comme un peu des gens en liberté qui ne sont pas forcément sains. C'est dangereux, j'y vais pas. Donc lui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est un normalien. Donc il a un côté très chercheur, très scientifique. Il a dit à son équipe, on a un vrai point là-dessus. On s'en reparle la semaine prochaine. D'ici là, chacun essaie de retrouver les documents, les études, les définitions, tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'il a pu trouver d'intéressant sur la confiance. Et puis après, on verra comment on lit, comment on s'organise et comment ça alimente notre réflexion. Une semaine après, ils reviennent tous à peu près les mains vides, en réalisant un truc, c'est que la confiance est un sujet finalement assez neuf et qui a très peu été évoqué. Vous pouvez lire tous les philosophes grecs, vous pouvez relire Socrate, etc. C'est pas un sujet, il n'est pas abordé. Vous pouvez lire Descartes, etc. Les philosophes l'ont pas abordé, les scientifiques l'ont pas abordé, et le concept a commencé à apparaître que très récemment avec la psychologie comportementale, et du coup, on en parle beaucoup parce qu'on s'aperçoit que c'est une clé dans l'entreprise. Mais c'est effectivement, quand on disait au début de cet enregistrement, finalement, le management n'a pas encore montré tout ce dont il était capable. Oui, on a encore à l'intérieur du management des sujets hyper balbutiants. Super, extrêmement intéressant. On a fait un podcast qui s'appelle avec Charles Pépin, qui est philosophe pour le coup, sur la confiance. Donc je vous conseille aussi d'aller l'écouter. Et je crois qu'il y a Stephen Covey ou son fils, je ne sais plus, qui a sorti un bouquin là-dessus, je ne sais pas s'il est traduit, mais où vraiment, à chaque fois c'est des pavés, mais où il explique avec plein d'exemples que finalement, tous nos systèmes sont basés sur la confiance. C'est-à-dire que l'accélérateur de croissance, d'information, d'intelligence, finalement, c'est la confiance. Si on ne se fait pas confiance, on ne peut pas avancer, finalement. Oui, ça nous fige, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour continuer à avancer aussi et pour aider un petit peu ce manager qui est débordé, il y a aussi des bonnes pratiques qui existent partout dans le monde qui peuvent être utilisées. On parlait des réunions qui étaient un peu compliquées tout à l'heure. On peut intervenir au niveau des réunions. C'est très intéressant de voir que certains managers passent au moins 50% de leur temps en réunion. Encore, c'est pas grave si c'est des réunions vraiment utiles, clairement organisées, avec une finalité, avec des résultats attendus, avec un ordre du jour, avec le bon nombre de personnes. La réalité, c'est pas du tout comme ça. Un certain nombre d'entreprises ont mis en place des bonnes pratiques par rapport aux réunions. Alors, il y a évidemment l'anecdote connue d'Amazon qui dit une réunion, le nombre de personnes qui est assis autour de la table doit pouvoir être nourri par une seule pizza. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de monde. Et on sait, et ça a été étudié scientifiquement, que s'il y a trop de monde à une réunion, ça va dégrader l'efficacité. Et puis, il y a tout un tas d'efforts, il y a tout un tas d'études assez amusantes qui ont été faites, avec par exemple l'analogie du tir à l'arc. Vous faites faire du tir à l'arc à une équipe de 3 personnes, ils vont tirer tous à 85% de leur force. Oui, le tir à la corde. Le tir à la corde. Tir à la corde, pardon. C'est l'effet Ringelmann, ça s'appelle. Exactement. Et si vous mettez 10 personnes, vous tirez toutes beaucoup moins et finalement, vous avez collectivement moins de force, etc. Donc, il y a tout un tas de paradoxes. Les réunions sont un vrai sujet et on peut s'inspirer de bonnes pratiques. Chez Google, ils ont une bonne pratique. Quand une réunion commence, ils prennent tous leur téléphone portable, ils le posent au milieu de la table de réunion et ils font une pile. Si la pile s'effondre, c'est qu'il y a trop de gens dans la salle.
Si la pile s'effondre pas, on peut commencer et quelque part, tous s'engagent à dire, voilà, je vais pas faire autre chose que d'être dans la réunion, je vais être dans l'écoute active, je vais pas regarder mes messages en même temps, je vais pas faire autre chose que d'être dans la réunion. La réunion sera courte et sera productive. Autre exemple hyper simple que j'adore, ça c'est le pragmatisme américain chez Apple. Chez Apple, il y a grosso modo deux types de réunions, celle de 1 heure, celle d'une demi-heure. Mais la différence, c'est que celle d'une demi-heure, elle fait pas une demi-heure, mais 25 minutes. Et celle de 1 heure, elle fait pas 1 heure, mais elle fait 55 minutes. Pourquoi? Parce qu'en deux réunions, les gens, ils ont besoin, pour dire les choses poliment, d'aller se laver les mains, d'aller aux toilettes, ou alors de passer vite fait leur boulot parce qu'ils ont un email qui les stresse, ils veulent aller le regarder. Ou alors, ils vont croiser dans un couloir entre deux réunions une personne qui va les interrompre, ils vont devoir être un peu obligés de répondre avant d'arriver à s'en débarrasser pour aller à la réunion. Si vous faites des réunions de 1 heure qui s'enchaînent, les gens sont forcément en retard à la deuxième réunion. C'est pas possible autrement. D'ailleurs, ça se vérifie tous les jours. Vous savez que dans les profils psychologiques, il y a des gens qui sont sensibles au temps, ça va les mettre dans des mauvaises dispositions, voire d'autres en retard. Vous savez aussi que dans les réunions, il y a des gens empathiques, qui ont d'autres profils psychologiques, qui sentent le stress des autres. Donc, s'ils sentent le stress des premiers, ils vont eux-mêmes devenir stressés, donc moins contributifs, etc., etc. Bref, il va y avoir tout un effet de chaîne, simplement parce qu'on n'a pas mis en place de pratiques assez simples qui pourraient améliorer le quotidien de tout le monde. Alors après, il y a eu aussi des plans drastiques, comme chez Dropbox. Mais là, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait trop de réunions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La direction a demandé à l'informatique de supprimer toutes les réunions qui étaient dans les agendas de tout le monde. Ils ont prévenu, ils ont envoyé un email. On va supprimer toutes les réunions dans l'agenda. Ils ont supprimé. Et ils ont dit aux gens, on vous demande de continuer à travailler. 7 jours après, ils ont dit, voilà, vous avez appris à travailler un peu sans les réunions, vous êtes organisé autrement. Maintenant, on réouvre les vannes, vous avez le droit de recréer des réunions dans les agendas. Par contre, vous n'avez pas le droit de le faire si vous ne posez pas préalablement les questions suivantes. Petit 1, cette réunion est-il nécessaire toutes les semaines? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être toutes les 2 semaines? Ou tous les mois? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être tous les 2 mois? Les personnes conviées à la réunion sont-elles toutes indispensables à la réunion? La durée de la réunion peut-elle être raccourcie? Oui, non. Est-il entendu que toute personne qui vient à cette réunion aura le droit de quitter la réunion à un moment donné, simplement parce qu'elle aura plus de valeur ajoutée à ce stade de la réunion, qu'elle aura apporté ce qu'elle aura apporté? Si vous posez ces 4 questions, vous avez le droit de recréer des réunions. Les gens ont évidemment recréé des réunions, mais d'une manière beaucoup plus raisonnable, etc. Et ça a régulé comme ça le flux. Très intéressant. En fait, l'avènement des outils comme Google Agenda, les agendas partagés, c'est un énorme progrès. Mais c'est aussi ça a généré aussi un énorme problème. C'est que c'est désormais très facile d'organiser une réunion. Avant, c'était compliqué. On devait réfléchir parce qu'on devait se dire, bon, il faut que je contacte chaque personne, il faut que je les coordonne, il faut qu'on aille sur un lieu commun, etc., etc. Et du coup, on réfléchissait beaucoup avant de faire une réunion. Aujourd'hui, en un clic, je fais une réunion. Et donc, c'est le danger. C'est-à-dire l'évolution technologique fait que c'est un grand facilitateur, un petit peu comme les mails, je peux communiquer autant que je veux. Mais du coup, on se pose moins de questions sur le temps des autres qu'on est en train de leur prendre, en fait, finalement. Exactement. D'où l'importance aussi de se donner des règles. Vous pouvez très bien Carrément. donner des règles en demandant aux gens, vous pouvez organiser une réunion, mais à condition, dans l'invitation, d'avoir précisé 1, le sujet de la réunion, 2, pourquoi de la réunion, 3, les résultats attendus, 4, le déroulé de la réunion. Vous demandez aux gens de faire ça, il y a déjà une partie de la population qui dit « Ah mince, ça change un peu la donne ». Les réunions, là aussi ça a été étudié, on s'aperçoit que c'est addictif. On s'aperçoit aussi que nous aimons bien, nous êtres humains, nous réunir. Nous aimons bien les réunions. C'est aussi une jauge sociale. Et en réunion, c'est savoir si on est toujours reconnu par les autres, si quand on parle de tel sujet qui touche à notre expertise, les regards se tournent toujours vers nous ou pas. Et puis le fameux FOMO dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Ah, mais si je ne vais pas à cette réunion, je ne vais pas être au courant. Fear of missing out. Donc, je vais à la réunion, mais en réalité, je scrute mes mails pendant la réunion parce que finalement, je suis là juste avec une écoute distraite et finalement, je ne sers à rien. Je pollue la réunion. Exactement. Et effectivement, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours 2 modes qui coexistent, le mode officiel et le mode officieux. Et il ne faut pas se couper du mode officieux parce que c'est là où on a certaines informations, c'est là où ça circule mieux. Et les réunions aujourd'hui, certaines font partie du mode officieux. Je vais dans une réunion où il y a parfois un sujet qui est précisé en amont, etc. Mais je sais aussi que c'est l'occasion d'avoir telle et telle information sur tel sujet, peut-être sur le pas de la porte, etc.
Donc parce que les choses n'ont pas été cadrées en amont, parce qu'il n'y a pas de process, parce qu'il n'y a pas de règles, ça va justement accentuer ce phénomène et qui va s'auto-alimenter et qui va devenir épuisant pour tout le monde. Super, très intéressant. Après, deux choses en passant, hein. Dès qu'on est plus de 8 dans une réunion, on commence à avoir beaucoup de friction de communication et on a forcément des gens là qui ne devraient pas y être. Donc, pourquoi pas rendre les réunions optionnelles? Ne vont que ceux qui ont décidé d'y aller. Elles sont pas forcément obligatoires et elles peuvent être réécoutées, enregistrées, etc. C'est ce que quand même permettent les nouveaux outils. Et puis un autre constat, c'est en général quand vous arrivez dans une entreprise où il y a trop de réunions, vous faites un truc simple, vous divisez par 2 le temps de réunion, ou bien plutôt que de les supprimer, mais vous les raccourcissez, ou vous enlevez systématiquement 30% de temps de réunion et vous verrez l'efficacité sera meilleure. En fait, on aura moins de temps, donc on sera plus efficace. Bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Je te donne rendez-vous dans l'épisode prochain où cette fois, nous allons parler avec Bertrand du manager déboussolé. Ce sera le dernier épisode de cette série. En attendant, si tu veux mettre en place un management par objectif et surtout si tu veux l'animer pour que tes collaborateurs se sentent impliqués, si tu veux qu'ils aient une vision globale, où ils sachent ce que chacun fait ou doit faire dans l'organisation, je t'ai préparé une série de mails qui s'appelle « Construire la stratégie de ton équipe ». Ça te permettra de définir les bons axes, de bien communiquer et surtout d'atteindre tes objectifs avec ton équipe en les motivant. Pour ça, il suffit de suivre le lien en descriptif du podcast. À bientôt.